un jour être considérable. Bon, je vais lire un peu plus. Étudions à nouveau le problème particulier du masochisme qui, si nous laissons provisoirement de côté ses composants érotiques, nous révèle l'existence d'une tendance à la destruction de soi-même. S'il est vrai, dans le sens de la pulsion de destruction, que le moi englobe toutes les pulsions instinctuelles, je ne sais plus quel est l'allemand, il s'ensuit que le masochisme est plus ancien que le sadisme, et que le sadisme est la pulsion de destruction dirigée vers le dehors, et qui revêt ainsi un caractère agressif. Une certaine partie de l'instinct de destruction primitif doit persister intérieurement, mais il semble que nous ne le puissions percevoir que dans deux cas. Lorsqu'il se transforme en masochisme par union avec les pulsions érotiques, ou lorsque sous forme d'agressivité, et chargé de plus ou moins d'érotisme, il menace le monde extérieur. Bon, je ne vais pas tout vous lire, hein. Il y a trois reprendre. Il ne va pas beaucoup plus loin que ça. Donc je prends ensuite les essais de psychanalyse au-delà du principe de plaisir et le moi et le ça. Donc je vais du postérieur à l'antérieur. Hein. Donc là, on est dans les années 20. Deuxième topic. Oui. Ayons l'audace de faire un pas de plus, dit Freud. On admet généralement que l'union de nombreuses cellules en une association vitale, le caractère pluricellulaire des organismes, est devenu un moyen d'allonger la durée de leur vie. Une cellule aide à conserver la vie des autres et la communauté cellulaire peut continuer à vivre, même si des cellules isolées doivent périr. Nous avons déjà vu que la copulation aussi, cette fusion temporaire de deux êtres unicellulaires, a pour effet de les conserver en vie et de les rajeunir l'un et l'autre. Ainsi, pourrait-on tenter de transférer à la relation réciproque des cellules la théorie de la libido dégagée par la psychanalyse et se représenter les choses ainsi. Ce sont les pulsions de vie ou pulsions sexuelles actives dans chaque cellule qui prennent pour objet les autres cellules dont elles neutralisent en partie les pulsions de mort, ou plutôt, ça correspond à des choses que à propos des cancers, hein, que la biologie a mis en évidence. Hein, qu'il y a un certain nombre de facteurs qui restreignent les facteurs létaux des cellules cancéreuses. Et quand les cellules prolifèrent en cancer, on a plutôt à faire une restriction des facteurs qui restreignent les facteurs létaux. Bon. Bon, je relis la phrase. Ainsi pourrait-on tenter de transférer à la relation réciproque des cellules la théorie de la libido dégagée par la psychanalyse et se représenter les choses ainsi. Ce sont les pulsions de vie ou pulsions sexuelles actives dans chaque cellule qui prennent pour objet les autres cellules dont elles neutralisent en partie les pulsions de mort, ou plutôt les processus provoqués par celles-ci, les maintenant ainsi en vie. D'autres cellules en font autant pour elles, d'autres encore se sacrifient dans l'exercice de cette fonction libidinale. Quant aux cellules germinales, elles se comporteraient de façon absolument narcissique, selon le terme que nous employons dans la théorie des névroses pour désigner le fait qu'un individu dans son ensemble maintient la libido dans le moi sans rien en dépenser dans des investissements d'objets, etc. etc. Je ne vais pas continuer comme ça trop longtemps. Je saute quelques pages. On appela narcissique la libido qui séjourne ainsi dans le moi. Cette libido narcissique était naturellement aussi la manifestation de la force des pulsions sexuelles, au sens analytique du mot, et on fut obligé d'identifier celle-ci aux pulsions d'autoconservation, dont l'existence avait été admise d'emblée. Ainsi, l'opposition que nous avions établie à l'origine entre pulsions du moi et pulsions sexuelles s'avérait inadéquate.
Une partie des pulsions du moi se voyait reconnaître une nature libidinale, les pulsions sexuelles vraisemblablement à côté d'autres pulsions opéraient aussi dans le moi. On est cependant en droit de dire qu'il n'y avait rien qui soit aujourd'hui à rejeter dans l'ancienne formule. La psychonévrose repose sur un conflit entre les pulsions du moi et les pulsions sexuelles. Il s'agit seulement de caractériser maintenant d'une autre façon, à savoir du point de vue utopique, la distinction des deux sortes de pulsions qu'on tenait à l'origine pour une différence qualitative, sans préciser davantage. La névrose de la psychanalyse, dans la névrose de transfert en particulier, cet objet d'étude spécifique de la psychanalyse, reste le résultat d'un conflit entre le moi et son investissement libidinal d'objet. Bon. Je saute. Nous nous trouvons en face de la question suivante. Si les pulsions d'autoconservation sont elles aussi de nature libidinale, il n'y a peut-être absolument pas d'autres pulsions que libidinales. Ce que je défendrai. Du moins, n'en existe-t-il pas d'autres qui soient visibles. Mais alors, il faudrait donner raison aux critiques qui ont cru pressentir dès le début que la psychanalyse expliquait tout par la sexualité, ou aux novateurs comme Jung qui hâtivement ont utilisé le terme de libido dans le sens de force de pulsion en général. Doit-il en être ainsi? Une telle conclusion ne serait pas du tout conforme à notre intention, dit Freud. Nous sommes bien plutôt partis d'une distinction tranchée entre pulsion du moi, pulsion de mort, et pulsion sexuelle, pulsion de vie. Nous étions même prêts à mettre aussi des prétendues pulsions d'autoconservation du moi au nombre des pulsions de mort, proposition que nous n'avons pas maintenue en rectifiant ensuite nos vues. Notre conception était dès le début dualiste, etc. Bon, je ne vais pas non plus trop lire. Il y a beaucoup de références au sadisme et au masochisme. Bon, je vais quand même lire ça. Nous avons de tout temps reconnu l'existence d'une composante sadique de la pulsion sexuelle. Nous savons qu'elle peut se rendre indépendante et dominer comme perversion toute la vie sexuelle de l'individu. Elle se détache aussi comme pulsion partielle dominante dans une des organisations prégénitales, selon mon expression, mais comment déduire de l'éros qui conserve la vie la pulsion sadique qui a pour but de nuire à l'objet? N'est-on pas invité à supposer que ce sadisme est à proprement parler une pulsion de mort qui a été repoussée du moi par l'influence de la libido narcissique, de sorte qu'elle ne devient manifeste qu'en se rapportant à l'objet? Ça, c'est vraiment l'idée de Freud. Il entre alors au service de la fonction sexuelle, au stade d'organisation orale de la libido, l'emprise amoureuse sur l'objet coïncide encore avec l'anéantissement de celui-ci, etc. Bon. Si on veut en tirer une certaine conséquence de tout ce discours, c'est que plus on se rapproche de l'objet, au sens prédicatif, etc., enfin, les objets prédicatifs, comme j'en parle, en termes de Ding, Gegenstand, object, etc., plus on a affaire à une destructivité, une agressivité comme telle. Sinon, la dite pulsion de mort et la destructivité inhérente à la récursivité opèrent tout à fait favorablement en termes de fonction. Et simplement, ce que Freud est en train de nous indiquer, c'est que le passage templétique, c'est une fois de plus un passage de fonction à objet. On voit mal comment on pourrait parler du templé sinon dans ces termes-là, y compris pour revenir au concept freudien de pulsion, etc. Pardon, cela suppose donc que la pulsion relative à l'objet est
en principe plus ou moins agressive. Oui, que la fonction agressive ne se développe qu'à proximité de l'objet, ou dans la visée de l'objet, que dit Freud. Et Donc, qu'il n'y a pas une véritable, sinon c'est pas une véritable agressivité. C'est que la dite pulsion de destruction, qui vaut aussi au sein de l'éros, ou de la libido, c'est à mon avis, dans mes termes à moi, c'est du coup une pulsion de déconstruction. Il est nécessaire qu'il y ait un mouvement de déconstructif si on veut avoir un mouvement constructif. Et je pense que c'est concomitant. Hein. Quand je critique en disant qu'il n'y a pas un aller et un retour, je dis de la même manière que rétrogrédience et progrédience vont de pair, sont constamment associés, comme les deux faces de la bande de Möbius, hein, où ligne sans point et point en ligne dans un plan projectif. On ne peut pas différencier. Chaque point a des valeurs, enfin, ou des fonctions et valeurs associées, opposables. Sphérique à sphérique, fonctionnel objectal, subjectal et altérisé. Voilà. Et que tous les éléments de la théorie se ramènent du coup à ce peu de choses qui est quand même de l'ordre d'une coupure. Dont je ne sais pas si on avance vraiment à définir la texture, mais on va y arriver. On va s'en rapprocher. Pour continuer, moi, je pensais au harcèlement avec balance ton pas. Donc pour Freud, ça serait de l'ordre de La définition d'un objet, oui. Bah, les 100 dames signataires, en disant que ça serait dommage qu'elles soient plus accostées dans la rue, dire que ça pose la question de ce qu'est la séduction, des rapports hommes-femmes. Sûrement qu'il faut revenir à une définition qui ne soit pas un 20 mots de ce que veut dire non-rapport, et qu'on puisse étayer logiquement une théorie du non-rapport. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un rapport aussi bien? La séduction étant tributaire du non-rapport sexuel. Hein. Est-ce que quand je lis fonction et objet, est-ce qu'on maintient un non-rapport là-dedans? J'en sais rien. J'ai dit que dans la sexualité, il y avait un non-rapport, oui. Mais est-ce que la structure de coupure du templé est de l'ordre de ce non-rapport? C'est de l'ordre d'une faille, sûrement, d'une refente. Bon, comment ça vaut en termes d'excitation et de décharge aussi, bien sûr. Qu'est-ce qui est productif à partir d'un tel non-rapport? Finalement, il y a de la libido, et donc pourquoi on ne dit pas qu'il n'y a pas qu'une seule pulsion, la pulsion de mort? C'est ce que vient de dire Freud. Hein. Qu'une seule libido, il n'y a qu'une seule pulsion. Au fil des textes, il en vient à dire ça. Mais non, la question, c'est que même s'il n'y a qu'une seule pulsion, il y a des mouvements pulsionnels opposables, les uns aux autres. Soit qui concernent le sujet, du côté du narcissisme, soit qui concernent un objet, du côté de l'autre. C'est ce que rappelle Reigung et... La motion, elle va, à mon avis, dans les deux sens. Oui, c'est ça. Elle permet les transformations. Des transformations pulsionnelles, mais il faut redéfinir pulsion. Avec Lacan, il faut redéfinir pulsion. Que la pulsion pour Lacan fasse le tour de l'objet, c'est pas donné comme ça dans Freud. Donc c'est assez proche de ce que j'indique là avec cet usage du schéma R, que Lacan ne l'établissait pas à partir du schéma R. Il n'empêche que ça rejoint tout à fait cette élaboration en termes boroprojectifs. Oui. Je ne vais pas aller plus loin. Donc il y a moyen de lire aussi cette question dans le texte sur les pulsions. Hein. Est-ce que vous pouvez préciser, je ne vais pas vous faire, peut-être dans l'icuratia, je ne vais pas vous faire refaire la lettre et le signifiant écrit. Non, je peux préciser l'idée que j'en ai. Oui. Non, je le redis comme je l'ai dit là tout à l'heure.
pense pas qu'il y ait quelque chose de premier. C'est une question que j'ai eu du mal à considérer à partir de Lacan, qui tergiverse beaucoup là-dessus. Est-ce que le signifiant dépend de la lettre? Est-ce que la lettre dépend du signifiant? Moi, je dis que le signifiant dépend de rien. Il dépend d'une hypothèse qui le fait déjà exister alors que ce n'est pas le cas, et de la conséquence que cette hypothèse entraîne sur son existence, et de là sur ce qui en devient régulièrement un signifiant suivant, etc. L'organisation de cet enchaînement, c'est ce que j'appelle la signifiance. Le S1, c'est-à-dire chaque boucle d'enchaînement, suffit à lui-même. Qu'est-ce qui vient amener un conséquent à être pointable comme tel? Il faut bien qu'il se soit représenté. Donc c'est représenté en termes de représentation avec toutes les questions freudiennes de la représentation. Une représentation en termes d'objets, une représentation en termes de mots, qui renvoie là pour le coup à la lettre. Donc de toute façon, pour accéder à quelque chose et donner une signification à cet enchaînement signifiant, il faut introduire une rupture. Donc il y a forcément une agressivité, il y a une pulsion agressive qui tient à la signification et du coup à la pensée, pensée consciente et au propositionnel. Cette signification, c'est la rupture introduite dans l'enchaînement de la signifiance de telle façon à ce qu'on en reste à quelque chose qui peut se donner depuis une lettre, et pourquoi pas, en termes de représentation, c'est-à-dire qu'on puisse en avoir une idée et que ça se donne dans une proposition. Donc la lettre intervient comme instance du signifiant, c'est-à-dire comme obstacle à la dérive indéfinie du signifiant. Tout à l'heure, vous avez parlé de la pulsion comme organisatrice des signifiants. Oui, mais les signifiants sont organisateurs de la pulsion. Oui. Non, mais le b.a.-ba, c'est le signifiant et la signifiance. Le b.a.-ba, c'est le langage. S'il n'y a pas de langage, on ne se pose aucune question en termes de pulsion. On en arrive aux instincts, et c'est la biologie qui mène le monde, oui. Si c'est plus la biologie, si c'est pas le besoin, c'est le désir qui émerge, si j'ai une citation de Lacan à peu de choses près, qui émerge dans cet espace où la demande se déchire du besoin, se sépare du besoin. On échappe à la biologie du fait du langage. C'est le signifiant qui est l'ensemble de l'organisateur. C'est pas la libido qui va organiser le signifiant. Je n'ai pas dit ça. Ou la pulsion. Mais je peux soutenir que c'est le signifiant qui organise ce rapport subjectif à la signifiance et aux choses qui va s'appeler pulsion. Surtout dans les termes de Lacan, où c'est le dire qui est un corps. Bien sûr que pour qu'il y ait un sujet, il faut qu'il y ait un corps. On n'est pas de purs esprits. On n'est pas de purs signifiants. Est-ce que tu connais cette pièce de théâtre où il était question, dans les discours des uns et des autres, de la fréquence du mot corps? C'est-à-dire que dans une journée, par exemple, tu n'as absolument pas senti ton corps et tu n'en as pas parlé. Et peut-être même pendant 8 jours. Puis d'autres fois, tu vas parler que de ça. Ça a été joué d'ailleurs, il me semble, au théâtre. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, je ne vois pas du tout. Tu vois pas? Non. Ça pourtant, ça a été publié en bouquin. C'est Tardieu, c'est quoi? Non, c'est pas Tardieu. Non, c'est un auteur tout à fait moderne de maintenant. Et il a recensé toutes les fois qu'une personne parle de son corps. Non, mais sans citer le mot corps pour autant. Hein? Sans y mettre le mot corps. En y mettant le mot corps ou en disant j'ai un furoncle ou je sais pas. Oui, enfin quelque chose qui a trait au corps. Qui a trait au corps. Le froid et le chaud. C'est chaud. Le froid et le chaud, hein,
C'est Molière, ça. Oh. Quand elle dit, quand Georges Dandin, je prenais le frais, Oui. c'est bien plutôt le chaud, madame, que vous preniez. C'est la connotation sexuelle. Est-ce qu'il peut y avoir du corps sans connotation sexuelle? Alors ça, c'est une question. Ben non, sinon il n'y a pas de vie possible du corps dégagé de la signifiance. Autrement dit, il est toujours sexualisé, le corps. Sexué, sexualisé, mis en jeu sexuellement. C'est pour ça que Freud est attentif à parler de sexualité au sens de la psychanalyse, même s'il n'a pas la notion du signifiant. Au total, c'est une conception extensive de la sexualité. D'autres remarques? Ça tient là? Bien, merci. Oui.